Donc bienvenue, merci de venir, de vous joindre à nous pour cette session. Donc nous allons partager avec vous notre expérience d'utilisation des Innovation Games dans notre accompagnement pour aider une banque en fait à adopter l'agilité. Euh, donc moi je suis Xavier Varzé. J'ai un background technique initialement, plutôt C++, Java, et je me suis intéressé à l'agilité suite un peu à des efforts sur l'industrialisation des développements, et on se rendait bien compte que XP était une solution intéressante. Et ensuite, en 2006, Scrum m'a interpellé en termes de pilotage de projet. Voilà, pour le reste, je pense que on connaît un peu tous les événements, et effectivement, j'ai eu la chance d'être donc certifié sur les Innovation Games donc l'an dernier. Et ça a vraiment été une révélation comme, je dirais, Scrum ou l'agilité encore avant. Donc moi je me présente, Catherine Boudelal. Je suis coach agile aujourd'hui chez Palo IT. J'ai un background assez important chez GE Healthcare où j'ai fait du Six Sigma, du Lean. Et je suis passée à l'agilité en 2006, donc, où j'ai introduit le Scrum sur le projet. J'ai validé donc mon expérience en 2010. Et j'ai déjà été speaker au Scrum, sur une Scrum Night, et j'ai fait aussi ce fameux training sur les Innovation Games qui nous a apporté beaucoup et qui est aussi une révélation pour moi. Même si j'avais déjà pratiqué un petit peu, ça a ouvert grandement les choses. Donc, petite entrée donc, en matière. Donc, en fait, on va vous partager d'abord quels étaient un peu les objectifs de cette banque de détail au niveau donc de leurs enjeux business. Ensuite, l'approche que nous avons retenue. On va vous partager l'expérience que nous avons eue en termes d'ateliers, de workshops, et finalement, quelles sont un peu nos conclusions. Donc, une banque de détail, hein, voilà, son objectif avec un portefeuille de projets, d'offres importants. Et aujourd'hui, avec la compétition mondiale, hein, l'Internet, les solutions en ligne, et de pouvoir proposer justement de nouvelles solutions très régulièrement. Donc on ne peut pas rester sur un statu quo comme on voit souvent aujourd'hui dans les banques assurances où on a 80% je dirais de l'offre qui ne bouge pas beaucoup et il reste quelque part à la marge 20% des offres sur lesquelles on peut travailler aussi à la marge et donc ne permettant pas réellement de s'aligner fortement sur des besoins business. Donc par rapport à ces problématiques de renouvellement en fait du portefeuille de projets, il s'agissait donc de réduire les délais de commercialisation de l'ensemble de ces offres. En fait, la réponse de l'IT par rapport aux besoins métiers a été de dire ok, on va passer à l'agilité. Alors comme ça, ben, coucou, c'est très bien, l'agilité sur le papier, c'est tout beau, sauf qu'en général, il n'y a pas un chemin. Hein, on est, ok, je commençais par quoi faire du Lean, faire du XP, travailler sur les équipes, travailler sur les pratiques, les valeurs, hein, comme on l'a vu ce matin. Donc l'Institut Agile avait collecté, en fait, a entrepris de collecter l'ensemble des pratiques d'agilité, ce qui fait que quelque part on relativise un peu les choses dans les organisations, on part jamais de zéro. Toujours quelques pratiques qu'on a déjà mis en place. Et donc on a toujours aussi la question du catalogue, donc encore beaucoup quelque part de sociétés qui ne savent pas que par exemple Scrum est utilisé dans 80% des cas en pilotage de projet. Et donc il faut encore refaire un peu l'effort de représenter l'ensemble des possibilités pour, je dirais, un peu de rassurer. Donc le scope était assez large dans cette organisation, était au niveau européen. Donc différents pays à couvrir, différentes donc, cultures, façon de piloter les projets, technologies, et donc une multitude d'informations, de dimensions à analyser. Cependant, on avait vraiment très peu de temps. Hein. Il ne s'agissait pas de faire des mois d'études, d'analyse. On avait quelques semaines maximum.
Donc, comme on l'a dit, en fait, on a eu le plaisir d'être formé par Martin Wolders, qui est un des formateurs en Europe de référence. Donc, on a proposé d'utiliser les Innovation Games pour engager cette démarche de trouver un peu un chemin, on va dire, vers l'agilité pour cette banque. Pourquoi voilà, les Innovation Games, des ateliers très collaboratifs, ont cette faculté de permettre de collecter beaucoup d'informations. Voilà, les Innovation Games, on va mettre en place des structures, des règles et comme un jeu, donc effectivement, qui se basent beaucoup sur des aspects psychologiques, engageants, et avec le petit côté, je dirais, lâcher prise, qui vont permettre de travailler plus en confiance et en observant les échanges, de collecter beaucoup d'informations indirectement. Est-ce que les gens vont écrire, vont vraiment partager, et puis il y aura tous les échanges verbaux qui ont été provoqués, et ces échanges, en fait, verbaux, vont nous permettre, par l'observation, de collecter beaucoup plus d'informations, puisqu'on va être dans un cadre où finalement les gens vont oublier qu'ils sont pas en brainstorming, ils sont dans un jeu. Donc on finit par se prendre au jeu justement et lâcher beaucoup plus d'informations dans ces cadres. J'ai quelqu'un qui essaye de me contacter. Donc en fait, pour engager, c'est un moyen aussi d'engager les personnes, les différentes équipes, parce que quelque part, c'est bien de vouloir faire une transition vers l'agilité. C'est mieux si on demande finalement à chacun quelle serait pour eux la meilleure façon de s'y prendre. Et enfin, c'est un bon moyen d'initier finalement une recherche de nouvelles organisations, de faire émerger l'organisation suite à ces échanges, dans laquelle chacun va se retrouver finalement au mieux. Donc notre approche, Catherine, finalement, qu'est-ce qu'on a fait ? Notre approche, on a commencé tout d'abord par des interviews avec les responsables de la démarche et pour fixer le cadre, les objectifs de la mission, et puis commencer à avoir des premiers retours sur l'organisation en elle-même et le côté culture de l'organisation. Donc évidemment, on s'est rendu compte assez rapidement à la suite de cette interview qu'il n'y avait pas du tout d'espace projet dédié, que les équipes sont dispersées dans plusieurs bâtiments, dans plusieurs pays, qu'elles sont organisées pareil en silos, que les briques logicielles sont réutilisables, donc quand on y touche, ça touche énormément de choses, qu'on utilise donc des outils de modélisation et de génération de code. Et enfin, que l'approche est donc dans cette organisation extrêmement rigoureuse. Extrêmement rigoureuse pour le design des logiciels. Ça veut dire aussi beaucoup de documentation, beaucoup de revues, beaucoup de préparation avant de passer en développement et puis ensuite de développer, d'intégrer. L'intégration en général se passe difficilement. Beaucoup de composants touchés également quand ils font du développement, avec beaucoup de briques différentes. Et enfin, donc, le constat est qu'aujourd'hui, le développement est certainement bien fait, mais beaucoup trop long et ne permet pas de répondre aux besoins du marché, qui est un besoin qui accélère de plus en plus avec beaucoup de compétition. Et donc, notre démarche, et il a fallu qu'on trouve un chemin donc, pour amener cette organisation vers un chemin agile et leur proposer une solution pour passer de la méthode actuelle à une méthode agile. Pour ça, donc, comme vous aviez dit, on a décidé de passer par des jeux. Et quels jeux? Donc, on a commencé à faire du SWOT. On va l'expliquer un petit peu plus en détail, un 20-20 vision. Et en fait, l'idée des jeux, c'est d'ouvrir d'abord le champ des possibles. Donc, vous avez... c'est là. Voilà. Vous avez donc des jeux qui permettent de découvrir en fait les problèmes d'une entreprise. Et ensuite, vous avez des jeux qui permettent d'analyser, de comprendre, de creuser en profondeur un problème particulier, où on peut faire plusieurs jeux à ce sujet-là. Et enfin, il y a des jeux qui permettent de clôturer, de prendre une décision et de valider une démarche ou un choix que les équipes ont fait. Comme disait Xavier, l'avantage du jeu, c'est que les gens sont en général prêts à jouer, même s'il y a quelques résistances. Les gens sont très dynamiques. On a beaucoup de discussions autour de ces jeux, mais on va en reparler. Et en fait, pour préparer ces jeux et préparer le management, on a ce genre de présentation très corporate. On n'est pas dans le jeu, on est dans de l'atelier, on est dans du workshop, et on ne joue pas. On
on est sérieux. Donc notre démarche générale et notre approche a été quand même, donc, avec les interviews, de définir le contrat sur lequel on s'engageait. Ensuite, d'élaborer un vocabulaire commun. Donc on a élaboré un guide des bonnes pratiques agiles initiales, sur lequel on a pu discuter et partager le contenu avec un atelier numéro 1 dont on va parler, et mettre nos recommandations. L'avantage de se faire ce genre de choses, c'est que au moment de l'atelier, il y a des idées qui émergent, et nos recommandations sont des recommandations qui vous emmènent vers l'agilité, et sont aussi une espèce d'enseignement, de sensibilisation à l'agilité. Donc on commence déjà à impliquer les gens, et on commence déjà à leur parler de l'agilité. L'atelier numéro 2 donc, a été un atelier de validation et de sélection des pratiques qui pourraient être utilisées dans la banque. Et ensuite, on a élaboré un guide d'implémentation 0 avec, après, cette déclinaison dans un service en lui-même. Donc, un département IT a pris ce guide, a sélectionné ses pratiques, et on en parlera un tout petit peu plus loin. Dans la réalité, c'était beaucoup moins corporate. Dans la réalité, voilà ce que ça a donné, donc des choses un petit peu plus volubiles, des gens qui ont pris du fun, un chemin un petit peu moins linéaire que ce qu'on voit dans la présentation corporate. L'objectif étant qu'on arrive à un statu quo commun qui sont en fait les tables de la loi pour l'organisation, sur lequel tout le monde va pouvoir s'appuyer. Ça va être une espèce de document de référence qu'évidemment les équipes vont s'approprier, mais décliner en plein de guides d'implémentation en fonction du contexte, de la technologie, du nombre d'équipes, de la dispersion des équipes, bref, de leur environnement de travail en général. Donc voilà l'objectif qu'on s'était fixé. Grâce à ces fameux jeux, on a réussi à obtenir quelque chose, on va dire, d'assez copieux en termes d'information. Merci Catherine. Donc effectivement, c'est un parcours. Hein, donc souvent les innovation games, on les voit un peu de façon isolée, hein, product box, etc. Là, en fait, on a essayé d'utiliser ces ateliers dans une progression. Donc d'abord le SWOT qui permet d'identifier autant les opportunités, les menaces, les faiblesses et les forces. L'intérêt, c'est qu'en fait, on fait fonctionner aussi bien, on va dire, le côté logique des choses, hein, la rationalité, que le côté émotionnel. Donc le côté émotionnel peut nous renseigner dans les échanges si, en fait, il y a des non-dits. Hein, voilà, donc voilà, l'intégration continue nous pose problème. Bon, si c'est dit d'une façon un peu neutre, on sent qu'il y a des petites choses à résoudre. Donc souvent, on va sûrement le mettre dans les faiblesses. Par contre, certains vont dire l'intégration continue pour nous, oulala, on ne va pas y toucher, peut-être dans des contextes plus orientés mainframe où les solutions sont très chères et pas du tout dans les cultures. Voilà. Donc, quand on a proposé d'abord le SWOT, on a commencé par vouloir collecter l'ensemble des pratiques donc de différents pays et de cette équipe, dans 4 pays. Donc, l'intérêt de collecter, hein, c'était un peu justement de ne pas avoir d'a priori. Hein, chacun participe dès le début, est engagé. Donc on avait on va dire les grandes étapes de développement, puis par grande étape, l'ensemble des pratiques. Voilà, donc en fonction des différentes technologies, organisations, on avait des choses un peu différentes justement. Et on est quand même dans un contexte bancaire, on commence à demander à tout le monde de poser ses post-it, de travailler par petites équipes, d'échanger. Oui. Alors oui, mais en même temps, on avait un échantillon assez large. Donc, comme retour, on a eu, par exemple, sur ce premier atelier, 2 personnes qui sont... une qui s'est totalement fermée et l'autre qui est partie. Donc, l'échantillon, c'est plutôt des personnes, effectivement, qui se sentent concernées, mais il y a quand même, justement, de l'enjeu à engager tout le monde. Là, au moins, on va dire, on arrive à engager 90% des personnes. Et on n'avait finalement pas beaucoup d'idées. Innovation Games, c'est assez récent. Cette approche par atelier plutôt un peu innovante, justement, et d'éviter le côté feuille Excel, la top à Montco. Donc c'est pas évident. C'est pas évident on n'avait pas de repères, hein, de référence.
Et là, on s'est rendu compte quand même qu'il y avait une débauche d'énergie. Tout le monde s'est tout de suite levé à échanger. Et donc, nous, on observait beaucoup. On observait beaucoup et on notait justement les échanges qui se produisaient pendant ces ateliers. Parce que voilà, les personnes étaient quelque part à croire ce qui était important, c'était le résultat. Et le résultat est certes important, mais c'est tout l'échange qui a amené au résultat. Et cet échange nous permet en fait de qualifier le résultat, l'information, de tracer un peu les origines en fait de ces résultats. C'est souvent ça qui va nous permettre de nuancer, de rapidement mieux comprendre un contexte. Donc là, c'était un peu la prise d'information, très dynamique. Donc pour les personnes, les équipes qui étaient en remote, on avait l'Italie, la Belgique, etc. Donc ça nous a permis en fait d'échanger malgré tout avec la visioconférence et d'avoir l'ensemble des pratiques. Et ensuite, donc avec le SWOT, on a cherché plutôt donc à leur faire qualifier l'ensemble des pratiques. Donc si certaines pratiques ils se sentaient plutôt en danger, ou des pratiques déficientes, ou des points forts. Donc il s'agissait donc pour nous en fait aussi d'avoir finalement leur feedback et de travailler sur énormément d'informations très rapidement. Donc, oui. On avait des équipes, oui, techniques, mais en fait, on n'est jamais très loin du métier. On avait quand même des personnes qui faisaient de la BI, par exemple. Donc la BI, Alors la pression initiale vient du métier, ce qu'on disait. Il y a un enjeu de mise, en fait, de renouvellement beaucoup plus rapide du portefeuille de projet, des solutions. Et donc cette pression, parce qu'il y a une pression de compétition, il y a une pression justement d'offres innovantes. Et là, on parle de métier. Voilà, je cherche à avoir des nouvelles solutions beaucoup plus rapidement. Et la réponse en fait de la DSI était de dire OK, on va chercher à répondre à cette demande métier par une approche agile, mais sachant pas réellement comment démarrer, comment initier. Donc par ces Innovation Games, on a pu rapidement collecter le contexte déjà. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Multiples, ce qu'on disait, différentes technologies, différentes organisations. Les organisations, on a plutôt une culture technique en Italie, par exemple. Dans d'autres pays, une culture qui est restée plutôt fonctionnelle en interne. Et après, voilà, les développements sont sourcés, etc. Donc, en fonction de la façon dont travailler, distribuer ou pas, en silo ou pas, en plateau, il y en a des équipes en plateau, des équipes technico-fonctionnelles ou pas, séparées, des techniques d'un côté, des fonctionnels d'un côté, des techniques en interne ou pas. Donc on a eu tous ces cas de figure à traiter. Voilà, donc on s'est retrouvé avec un résultat où on sentait bien qu'on n'avait pas envie de mettre en avant les menaces qu'on pouvait avoir au départ. Donc on a un peu itéré et on a réussi à collecter malgré tout un tableau beaucoup plus complet, avec parfois des choses intéressantes où, ce que je disais, certaines équipes, l'intégration continue est une menace, et donc ici, je crois que je l'avais ici aussi. Ah, mauvais exemple. Remote. C'est l'autre côté là. Ouais, mais je ne sais plus. Il y avait, voilà, bon, en tout cas, certaines pratiques sont perçues très différemment en fonction des équipes. Donc c'est un contexte, ça a dû sauter là en fait. Le remote classical office. Ouais, c'est à la fois une menace et un... Voilà, donc en fait on est dans opportunité. Oui, donc en fait ça peut être vu d'une façon positive, c'est opportunité de s'améliorer, ou réellement à l'inverse. Donc il s'agit un peu dans ces fameuses tables de la loi qu'on a un peu nommé comme ça pour rigoler, mais en fait ça permettait de donner en fait des nuances. Donc on avait un peu un chemin principal qui était, je dirais, un chemin lié aux valeurs de l'agilité, et puis des nuances en fonction des contextes. Donc on a des contextes où finalement ça n'a pas de sens d'intégration continue. Imaginons que je fais du PHP, de toute manière, voilà, il n'y a pas de compilation, notamment pour ce point-là.
Et le build, voilà, c'était instantané. Mais ça permettait aussi de faire émerger le côté, oui, mais alors vous ne faites pas de test, vous faites pas... Bon, voilà, donc dans la discussion, ça a permis en fait d'aller creuser et de se dire, ben, donc vous comprenez l'intégration continue comme le build, c'est pas que du build. Voilà, donc il y a eu un échange qui peut être initié. Donc suite à ce SWOT, où on a vu une forte dynamique, et donc comme on espérait, beaucoup d'informations remontées. Qu'est-ce qu'on en a fait, Catherine ? Alors, je voudrais quand même revenir sur un point que Xavier a énoncé tout à l'heure. On n'a pas fait ces jeux à une personne. En fait, il y a toujours un observateur, quelqu'un qui anime le jeu, et éventuellement 2 observateurs ou quelqu'un qui peut répondre à une question. Parce que les discussions autour de la collecte des post-it sont vraiment intéressantes et sont des moments qu'il faut absolument capturer pour pouvoir faire une analyse correcte. Donc sur ce type d'analyse, on peut commencer à émettre un premier radar qui pourra être réutilisé par la suite sur les différents axes qu'on avait choisis pour analyser cette organisation. Les radars suivants montreront les évolutions qu'on aura eues par rapport aux premières cotations. Et ensuite, là, on leur a fait un rendu un petit peu plus textuel qui reprenait aussi bien les forces et les faiblesses, mais sous différents axes du projet qui sont ceux du radar, gestion de l'organisation, gestion du projet, organisation de l'espace, best practice pour faire du coding. Et là, ça a commencé, on commençait à émerger donc les premières recommandations, évidemment, qu'on a pu faire. Et qu'on a mis donc en forme et qu'on a présenté par la suite à cette équipe. Donc les premières recommandations ont été des recommandations classiques, l'intégration continue, du déploiement continu, alléger les livrables du projet, puis arrêter d'écrire des cahiers de 150 pages ou 300 pages, de faire des revues et d'écrire les choses au fur et à mesure de manière itérative. Idem pour l'organisation de l'espace, même avec des équipes en remote, on est capable aujourd'hui d'avoir de la visio, on est capable d'avoir des outils de chat, on est capable de se parler par téléphone ou autre, et de faire des points très très régulièrement avec les équipes. Sur la suite des recommandations, ça a été aussi une série d'indicateurs simples qui peuvent être pris en compte assez rapidement et assez facilement. C'était un des points critiques aussi, très critiqué pendant le SWOT. Et puis, ce train de version, en fait, la difficulté des projets à synchroniser, à intégrer régulièrement, donc une nouvelle manière peut-être d'organiser les choses avec une première définition de comment on peut démarrer donc, en agilité sur une équipe avec des choses toutes simples qui peuvent être déjà du daily meeting, de la synchronisation, et puis de l'industrialisation pour les équipes qui le peuvent. Atelier numéro 2. Alors, l'atelier numéro 2. On était parti donc en bon chemin là, avec l'ensemble, avec ce SWOT. Et donc l'idée ensuite avec les différentes équipes, c'était d'avoir un peu leur feedback sur nos recommandations. Parce que nous, voilà, on arrive, consultant, très bien, voilà comment il faut travailler, c'est idéal. Sauf qu'on n'a pas une perception très complète, loin de là, ça va trop vite. Donc pour finalement remonter tout le détail du contexte, toutes les nuances à avoir par rapport aux recommandations qu'on va avoir faites, on va demander finalement à ces équipes de choisir dans nos recommandations les pratiques agiles qui les intéressent, qui les interpellent, de les prioriser, de leur demander, voilà, moi je voudrais adopter plutôt cette pratique ou plutôt une autre. Et quelque part de créer un peu leur propre roadmap d'adoption. Alors l'idée c'est plutôt d'avoir plusieurs facettes, parce qu'on avait des équipes justement qui étaient des équipes soit de développement de projets web, soit de développement de composants réutilisables pour l'ensemble des projets, soit des équipes qui étaient plutôt orientées mainframe, BI. Donc il y a une diversité voilà, qui existe, et même au niveau de technologie, etc. Donc cette diversité, il nous fallait en fait trouver rapidement les différentes déclinaisons de nos recommandations. En fait. Donc ça nous a permis de nuancer rapidement. L'intérêt, alors le 20-20 vision, c'est en fait, on va sélectionner ces pratiques, reprendre chacun ces pratiques sous forme de post-it, et en fait aller les partager
en les affichant au mur et en se disant bah, voilà pourquoi moi je veux mettre telle pratique en premier en œuvre et dialoguer avec l'ensemble du groupe et être challengé. Donc c'est encore pareil, le challenge qu'on va avoir, un 20-20 vision, c'est voilà, comme on va chez l'opticien, on va regarder un peu comment on peut décrypter un peu les différentes lignes. Alors finalement, là, on va essayer de trouver ces priorités de plus important au moins important à mettre en œuvre. Donc cet ordre-là, il va être challengé à chaque fois qu'on va poser un post-it. On va vouloir le mettre au-dessus ou en dessous d'un autre parce qu'on va dire bah, c'est plus ou moins important. Et tout le monde va un peu changer en disant bah, moi, dans mes technologies, dans mon mode de fonctionnement, dans mon organisation, c'est plus important que pour vous. Donc moi, je voudrais mettre avant. Et donc, on n'essaye pas d'avoir un consensus, on essaye vraiment de collecter les échanges qu'on va avoir au travers de ces discussions. Donc, de donner les nuances. Et c'est une information qui arrive très, très rapidement, qui est très riche. Donc, comme disait Catherine, il nous faut voire plusieurs observateurs pour vraiment comprendre. Et en fait, on fait parler ces opérationnels dans leurs équipes, on les fait parler avec ce format. Donc voilà, c'est bien plus puissant que justement on va confronter les points de vue, et donc plus puissant qu'un interview qui est plus ou moins question ouverte, fermée, et puis on ne sait pas trop si on a tout couvert. Voilà, donc là, ce débat est très riche. Donc, par couleur, on a une équipe, et chaque couleur, donc, chaque post-it dans les différentes couleurs, on n'a pas vraiment toujours les mêmes pratiques sélectionnées, pas autant. Donc, par exemple, dans les équipes mainframe, bon, c'était peut-être avec moins d'ambition, mais en même temps, moins d'ambition peut-être sur les outils, mais pas moins d'ambition d'un point de vue méthodologique. Hein, il y a beaucoup d'équipes qui travaillent en Scrum, par exemple, en mainframe pur, COBOL mainframe, aucun problème. Hein. Ils ont le même fun et les mêmes résultats. Voilà, donc, suite à ce type d'atelier, en fait, on arrive donc à avoir ce qu'on disait, ce chemin vers l'agilité, on préfère l'appeler comme ça, pour justement identifier un peu tous les petits chemins de traverse qui vont correspondre à des différents types d'organisations, différents types de technologies, différents types de modes de pilotage, parce qu'en fait on a des équipes qui sont déjà en pilotage presque agile, mais pas vraiment, d'autres qui en fait fonctionnent complètement en interne ou avec des équipes offshore. Donc voilà, il fallait saisir toutes les nuances, mais pas des nuances abstraites, leurs nuances, leur terrain. Voilà. Donc ça nous donne en fait effectivement l'étape de la loi où on a un peu le chemin principal et puis on a des encadrés avec, pour tel type de contexte, on va pouvoir travailler plutôt comme ça. Donc on essaye vraiment de donner la big picture et puis, comme on le disait, l'agilité en tant que telle, hein, on peut le prendre le chemin, je dirais, du lean, essayer d'améliorer, le chemin, voilà, travailler sur les équipes, parce que peut-être on est dans un environnement où on ne peut pas trop toucher aux technologies, ou bien, voilà, on est dans le développement web, on va pouvoir se faire plaisir, on va pouvoir adopter réellement toutes les pratiques, je dirais, nominales qu'on peut avoir dans des recommandations, venant de bons cabinets de consultants qui savent d'avance tout ce qu'il faut faire sans connaître le sujet, le contexte. Donc voilà, on essaye d'amener une vraie nuance, quelque part, de mettre dans les mains de nos clients le maximum d'éléments pour les faire réagir et finalement les aider à construire leur propre chemin vers l'agilité. Donc là, c'était un peu les grandes tables de la loi, mais finalement, comment on va faire dans une équipe, Catherine? Alors donc, on a créé notre guide avec les pratiques du coup recommandées par les équipes, des pratiques qui conviennent à tout le monde. L'objectif dans cette dernière étape était donc de les confronter à une équipe en particulier et voir comment elle allait s'adapter et si elle allait, à partir de là, être capable de créer sa propre roadmap vers l'agilité et sa propre mise en œuvre de l'agilité. Donc pour ça, on a utilisé donc deux jeux. Le jeu qui s'appelle le jeu des $100, qui listait en fait l'ensemble des pratiques sélectionnées par l'équipe, par l'organisation, pardon. Et donc l'objectif était de manière commune, en tant qu'équipe, de dépenser $100. Ils avaient un porte-monnaie de $100 sur chacune des pratiques qui les intéressaient.
Ok, cette pratique-là, on la voit, on comprend ce que c'est. Donc là aussi, il a eu beaucoup d'éducation sur qu'est-ce que ça veut dire réellement au quotidien l'utilisation de cette pratique, qu'est-ce qu'elle apporte. Donc là, il y a aussi beaucoup d'échanges alors dans l'équipe et puis avec la personne qui présente les pratiques. Et ensuite, la personne qui présente les pratiques se met en retrait. Et là, l'équipe choisit elle-même et fait son propre débat, sa propre discussion pour se mettre d'accord sur un montant un montant à poser en face de chaque pratique. Donc voilà l'objectif du jeu. Oui. Non. On peut repartir sur la présentation corporate, mais en fait, donc on a fait, à chaque fois on fait un atelier, on fait la synthèse de l'atelier, on émet des recommandations, on fait un peu d'éducation, on remet un livrable à la fin de l'atelier et on démarre un deuxième atelier avec pour objectif, selon les ateliers, soit la validation de l'atelier précédent, soit le démarrage d'une nouvelle topic. Et à chaque fois, donc, il y a des phases d'analyse, de formation, de sensibilisation, on va dire, et obtention d'un résultat. L'important sur les jeux, sur ce type de jeu, c'est de comprendre en fait quel résultat on peut obtenir avec, et de surtout voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc il faut bien saisir l'objectif qu'on a à atteindre et sélectionner le bon jeu en face de l'objectif qu'on a à atteindre. Ça, c'est un peu un point clé sur l'utilisation des jeux dans ce type de contexte. C'est nous qui avons choisi, oui, de faire un jeu $100, puisqu'on avait déjà l'ensemble des pratiques qui avaient été choisies par l'entreprise. Donc l'objectif était donc de pouvoir décliner ces pratiques en fonction des différents contextes. Et donc là, c'était effectivement un prototype d'utilisation du guide général et de la déclinaison. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez d'une des slides où il y avait plein de petits guides à décliner. Donc là, on était vraiment dans la déclinaison d'un guide pour une équipe particulière et de son adoption de l'agilité. D'accord ? Donc l'intérêt de ce jeu, oui. C'est l'équipe elle-même qui a choisi ses prix. Simplement. Pardon ? Alors. Je vais te montrer le résultat. J'ai le résultat derrière. Je vais te le montrer, Dove. Donc, l'argent liquide, en fait, le fait d'utiliser $100 permet d'avoir une échelle commune pour tout le monde. L'argent, on sait tout ce que c'est, on manipule très bien le concept, on n'a pas besoin de passer par des suites extrêmement compliquées ou par des classifications pareilles qu'on ne maîtrise pas. Là, l'argent est simple, ça a mis tout de suite l'équipe dans le bain. Ils ont pu évaluer leur pouvoir d'achat et puis évaluer la dépense qu'ils souhaitaient faire en face de chacune des pratiques. Donc voilà le type de tableau qu'on obtient. Donc Dove, pour répondre à ta question, oui, l'équipe se met d'accord sur un prix, et il y a un et un seul prix, et on consomme en tant qu'équipe. C'est toute la différence avec un buy de feature, où je vais me positionner en tant que marketing, avec un pouvoir d'achat très différent. Là, je fonctionne en tant qu'équipe, je prends une décision, puisque c'est l'équipe qui, elle, va adhérer à la solution, et qui va mettre en place, derrière, les pratiques qu'elle a sélectionnées. Donc il est extrêmement important qu'elle réfléchisse en tant qu'un tout, et non pas en tant qu'individu. D'accord ? Donc ils se sont mis d'accord sur des prix et en fait ils ont eu beaucoup de mal à écarter les pratiques, ce qui était une validation encore une fois du travail qui avait été fait. Et sur les pratiques les plus importantes, évidemment, on leur demande d'expliquer pourquoi ils vont choisir telle ou telle pratique et qu'est-ce que ça va leur apporter dans leur contexte. Donc la présentation corporate. Donc là, effectivement, on reprend ce type de tableau avec des explications un petit peu plus claires. Donc une des choses sur laquelle on n'a jamais été capable de revenir, c'est par exemple les user stories. Il était hors de question de parler de user stories dans leur contexte, parce qu'autour des use cases, ils avaient beaucoup d'outils de modélisation, ils avaient beaucoup d'outils de modélisation, beaucoup de principes et d'organisation autour. Donc on est resté sur des use cases. La seule chose sur laquelle on a avancé, c'est effectivement mettre des priorités et des poids sur l'ensemble des use cases, quels étaient les plus importants par rapport aux moins importants. Donc, à la suite de ce jeu de $100, on a pris les pratiques les plus importantes, donc les plus chères, celles qui apportent le plus de valeur à l'équipe, et on s'est posé la question de comment le mettre en place, comment le mettre en pratique. On va démarrer un projet.
Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut démarrer tout de suite avec cette pratique ou est-ce qu'il faut qu'on passe par des étapes intermédiaires? Donc l'objectif était donc de trouver les points bloquants et encore une fois on a fait ce jeu qui s'appelle le Graphic Game qui permet de comprendre les dépendances et les points de blocage pour l'implémentation de ces pratiques et ce qui génère aussi un début de roadmap en fait et de mise en place de l'agilité pour cette équipe-là. Donc on obtient de la même manière une espèce de matrice sur laquelle on a donc la pratique sélectionnée, le problème, ou les problèmes, parce que bien souvent il y en a plusieurs, les problèmes identifiés, avec les étapes identifiées par l'équipe par lesquelles elle doit passer pour réussir à implémenter cette pratique. Alors comme vous le voyez, il y a des choses qui sont relativement simples et peu coûteuses. Donc le planning des itérations, les démonstrations, les rétrospectives, voilà, qui sont implémentées et intégrées tout de suite. C'est des organisations systématiques. Il y en a un petit peu plus coûteux sur lesquels il faut déployer un guide. Et puis par contre, il va y avoir voilà, des choses qui vont être un peu de l'ordre de la gouvernance. Est-ce qu'ils vont être autorisés à avoir des équipes pluridisciplinaires et auto-organisées? On va dire... J'espère que oui, sinon ils ne passeraient pas à l'agilité. Mais des choses sur l'intégration continue, voilà, qui demandent des coûts d'infrastructure, qui demandent des commandes, qui demandent de l'implémentation, de la formation et qui sont un petit peu plus longues à mettre en place. Toujours est-il que cette équipe-là était prête à démarrer déjà avec des réunions quotidiennes, avec des plannings, avec voilà, des choses, voilà, une dynamique qui commençait à se mettre en place, qui était assurée. Alors, on s'est arrêté là pour cette mission-là. Après, on les a quittés, hein, mais je pense qu'effectivement, ils ont mis les choses les plus simples, d'abord, les plus faciles à mettre en œuvre, ils les ont mis en œuvre, pour après, quand on demande des serveurs, quand on demande de l'intégration continue, c'est un petit peu plus coûteux et un petit peu plus long à mettre en place. Donc je pense qu'ils l'ont mis en place par la suite. Voilà. En fait, pour rebondir aussi, parfois ça peut être très prioritaire et complexe comme l'intégration continue, mais en même temps, ça donne, c'est aussi très structurant, ça donne un top où finalement, va falloir un peu se caler sur des éléments automatisés. Donc il y a l'organisation, puis après, une fois qu'on s'est organisé, qu'on a mis en place, il y a quand même le top qui va arriver, donc on connaît finalement, sans aller une intégration continue très élaborée. On a déjà vu quand même pas mal de cas, alors il y a quelques années, mais où finalement on arrivait à mettre tout ça en place et les équipes commençaient à débrancher cette intégration continue, à retirer des tests, etc. parce qu'ils n'arrivaient pas à suivre. Donc il y a un petit côté organisationnel en amont à prévoir, c'est-à-dire il y a collecter un certain nombre de métriques, savoir sur quoi on veut travailler. Ne pas être envahi, parce qu'une automatisation c'est intéressant, mais on va être envahi de données. Donc se mettre les indicateurs qui vont bien, ceux qui vont vraiment nous permettre de réagir, de piloter. Typiquement, on parle souvent des running tested features. Bon, on doit avoir des éléments qui fonctionnellement ont un sens dans chaque sprint et quelque part on sait qu'elles fonctionnent et qu'elles sont testées. Donc il y a quelques indicateurs voilà, qui peuvent nous aider à avancer en accompagnement des indicateurs, par exemple Scrum. Voilà, donc ne pas être envahi, hein, parce qu'on risque d'être ralenti par la démarche. Donc c'est pas obligatoirement difficile à mettre en place, hein, c'est surtout derrière qu'est-ce qu'on va en faire. Donc dans les transformations, effectivement, faut peut-être y réfléchir aussi à deux fois, bien se préparer. Donc toujours est-il qu'en fait, avec ce type d'approche, voilà, on a réussi à rapidement embarquer donc les différentes équipes de différentes cultures. Hein, on est autant en Italie, Belgique, etc. Évidemment, il y a des nuances. Hein, on a des équipes qui se veulent, je dirais, de culture de l'excellence, donc qui vont avoir du mal à reconnaître ou à partager leur réel état du moment, quoi, de leur pratique, et être un peu dans la, je dirais, pas la défiance, mais oui, on a déjà fait, oui, on est très innovant, etc. Mais ça fait partie de l'information qu'on va collecter. C'est-à-dire que dans l'échange verbal, on va pouvoir observer que voilà, on a une équipe qui, elle, de toute manière, se veut innovante, se veut en avance. Mais après, quand on regarde les faits, elles sont peut-être alignées dans les faits avec d'autres équipes. Et elles sont plutôt dans la collaboration, travail sur les valeurs, etc. Donc ça donne aussi une nuance intéressante et sans aller, je dirais, sans provoquer de résistance.
Voilà, donc ça c'est un des points. Un autre point, donc, c'était l'engagement. L'engagement, la perception positive du changement. Quand on a ce genre d'atelier, on sent tout de suite que les gens ont envie de s'exprimer. Le fait d'avoir des supports visuels, de pouvoir se lever, échanger, discuter, et pas discuter tous ensemble avec une personne qui parle et qui écoute, mais là d'avoir une vraie discussion constructive autour d'un point particulier, pas d'obtenir un consensus, mais voilà, d'obtenir des alignements des uns et des autres, on fait que les gens sont extrêmement dynamiques, et pour nous c'est extrêmement riche aussi en termes de retour et de collecte d'informations. Et c'est une très très bonne expérience à ce niveau-là, et je pense des deux côtés, aussi bien du côté des participants que du côté des gens qui animent. Oui, alors et puis l'étape en deux fois, hein. Donc une première où on cherche à avoir un peu ces fameuses tables de la loi, donc on essaie plutôt de faire une synthèse, et puis à partir de la synthèse, trouver les variantes. Donc ça a permis quelque part aussi de remonter beaucoup d'informations. Tout le monde se sentait finalement partie prenante, écoutée. On avançait avec leurs caractéristiques. Donc dans une démarche de transition vers l'agilité, c'est quelque chose d'important. Hein. On ne provoque pas que de ralentissement dès le départ. Et puis la deuxième étape où en fait on cherche à décliner avec les spécificités de chaque équipe. Hein, les deux derniers jeux, hein, le Centre de l'Art, le Graphic Game Plan, ça permet aussi de dire voilà, il y a une initiative qui est peut-être transverse, plus globale, où on a réussi à synthétiser quelque part l'ensemble de vos caractéristiques et à préconiser, avoir certaines recommandations avec des nuances. Ça n'empêche que, en fait, on vous donne l'opportunité réellement d'adapter le système, d'adapter cette approche, ce chemin vers l'agilité, réellement à vos contextes. Voilà. Donc, on va jusqu'au bout, en fait. Vraiment, l'étape, on est sur le terrain, et vous, en tant qu'équipe, comment vous vous positionnez, comment vous voulez commencer. Voilà. Et je dirais aussi, donc, l'étape sensibilisation au travers des différents ateliers, hein, sur des niveaux de sensibilisation très différents, a fait qu'on est reparti avec une équipe qui comprenait ce qu'elle avait à faire, qui avait eu plein de questions, qui nous avait posé plein de questions, qui avait une vision commune sur ce qui avait été dit, et qui était capable d'échanger en interne sur la base des travaux qui avaient été faits, en sachant que le guide, évidemment, on leur a soumis, ils l'ont relu, on a eu du feedback dessus, on a eu donc des sessions de présentation des différentes pratiques, des explications autour de tout ça, en plus de la collecte du feedback et en plus des jeux. Chaque atelier était souvent scindé en deux, une côté présentation, sensibilisation, et une côté atelier, collecte de besoins. Voilà, et comme on était au niveau de quelques semaines, on va dire, de travail, plutôt que de mois, les ateliers eux-mêmes étant de l'ordre d'un jour ou d'une demi-journée, hein, donc le fait que l'effort soit très concentré, tout le monde est vraiment très clair sur les objectifs, la mécanique, l'information et l'échange, donc quelque part, le focus est très fort, l'effort est en même temps, je dirais, presque ludique. Hein. On a une bonne dynamique de collaboration. Donc, ce qui fait que, en fait, les résultats sont vraiment très, très pertinents. On a, je dirais, l'effet plus toutes les nuances autour. Et ceci dans très peu de temps. Donc, quelque part, c'est aussi plus facile d'organiser les réunions, de prendre du temps à des opérationnels sur le terrain, parce que des démarches plus classiques où on commence à faire des interviews, ça dure. On est d'accord, mais entre-temps, l'organisation, elle a peut-être déjà changé si ça dure trop longtemps. Hein. Donc, attention, quoi. Là, vraiment, on a vraiment la photo à un moment donné, quoi. Donc, il y a une faculté, de créer peut-être aussi une urgence, de créer une actualité, donc, je dirais un intérêt pour ces ateliers. En plus, la dynamique de ces ateliers fait que les personnes qui vont repartir sont aussi des ambassadeurs. Donc, on va avoir aussi une dynamique de transformation très positive. Voilà. Et donc, on maximise la valeur. Oui, ça c'est un peu c'est quasi commercial, mais en même temps, c'est la réalité business à un moment donné. Oui. Voilà, les faits sont là, il nous faut bien, je dirais, ça va coûter de ces efforts de transformation. Alors souvent on parle d'un overhead, oui, alors voilà, ça nous prend 20%. Ok, ben là on a essayé de trouver un chemin qui finalement ne rajoute pas trop d'overhead et a une valeur assez intéressante, et on peut la déclencher à son niveau d'organisation au moment où on le souhaite. Voilà.
Quelques questions peut-être? On parle juste de ce petit point-là, parce que c'était vraiment une super journée. Ah ouais, mais là, c'est cerise sur le gâteau. Là, Donc on a décliné en fait des Innovation Games aussi avec 200 managers de Dassault Systèmes. Et on a eu le même effet. Tout le monde était debout, tout le monde était enchanté. Les résultats ont été exploitables. Les gens super motivés, dynamiques. Et donc maintenant, on prend vos questions. Voilà, puis juste en fait, le phénomène qui est assez classique sur ces Innovation Games, on est souvent assez cerveau gauche, donc très, très rationnel, etc., en informatique. Bon, les gens se sont regardés tous pendant un quart d'heure, ça a duré 2 heures, hein, voilà. Mais après ce quart d'heure, on n'arrivait pas à les arrêter. Hein, à la fin des 2 heures, mais c'est fini, tout ça. Non, non, on continue, voilà, c'est génial. Très bien, ben, écoutez, en fait, on ne sent pas l'effort qu'on produit pendant ce type d'atelier. Voilà. Allez, on a assez parlé. Première question, je me lance. Merci beaucoup, c'est hyper riche. J'ai une question très rapide, c'était au niveau corporate, la présentation, il y a le time frame entre le début et la fin, tous les ateliers, j'ai pas vu la dimension temporelle. La dimension temporelle, oui, c'est simplement les chevrons. Oh, les dates, vous vouliez voir les dates? Bah, juste, ça prend 3 mois, ça prend 6 mois Non, on a mis 1 mois et demi maximum. Ouais, 1 mois et demi on a mis. Okay. C'est tout. Alors, 1 mois et demi en comptant la rédaction des livrables, les analyses, etc. Les ateliers en tant que tels, ça a été une toute petite semaine. Ouais, même pas. Il y a 4 ateliers, il y a eu 4 ateliers. Avec 7 équipes. Et à chaque fois, ça a duré une demi-journée. Donc il y a le temps de préparation. Le temps un peu de préparer les équipes, l'atelier lui-même, la collecte, la mise en forme, etc. Donc, mais les ateliers eux-mêmes, c'est 4 demi-journées. Hein. Autre question? Est-ce que les équipes ont eu de l'accompagnement suite à vos recommandations et avez-vous revisité les lieux pour savoir si ça collait, en fait, les pratiques que vous avez aidé à implanter? J'ai un retour comme quoi, en fait, il y a bien eu un accompagnement, alors pas par nous. Et d'ailleurs, c'est quelque part l'enjeu était un peu aussi pour nous de montrer qu'il n'y avait pas réellement une dépendance vis-à-vis de notre approche à nos équipes, à nous, Palo IT. Donc je sais qu'il y a au moins un pays qui a commencé la démarche sur le terrain pour déjà monitorer et tester notre démarche, qui est assez effectivement innovante. Une information je pense qu'ils sont plus d'un projet à avoir démarré. Ils ont démarré surtout à l'étranger en fait, pas trop encore en France. Ouais. Ils ont démarré en Italie et ils ont démarré un peu au Luxembourg. Voilà. Ouais, Luxembourg, oui. Pas sûr. Alors Ahmed est avec nous. Ahmed était un des observateurs, animateurs. Ahmed Ramdani qui est derrière. Tu as des infos ou tu as une question? En fait, je me disais, effectivement, la plupart des gens, quand on parle d'agilité, on dit prenons un projet pilote et mettons en place ces pratiques, et puis après, analysons et puis essayons de généraliser. Donc j'avais envie de poser la question, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre une approche comme ça, Innovation Games, réflexion, ainsi de suite, recommandations, versus une approche, je prends un projet pilote, petit périmètre, petite équipe, j'expérimente et j'essaie de généraliser? T'es pas du tout au même niveau en fait. Là, tu es au niveau, t'es à un niveau supérieur où tu travailles déjà sur ta viralité de l'agilité. Donc là, tu as déjà des responsables, des chefs de projet, des AMOA, des gens qui sont dispersés déjà dans l'organisation, que tu vas rassembler et que tu vas commencer à sensibiliser sur l'agilité. Le problème du projet pilote qui marche aussi, il est local, il est sur une équipe et en fait, il prend plus de temps après à disperser son savoir et à disperser son intérêt. Et après, de toute façon, on passe par du projet pilote. Merci à tous.